Imaginez entrer dans un bâtiment où chaque élément a été pensé comme une pièce d'horlogerie, précis, silencieux, parfaitement synchronisé. Un lieu où le sol sous vos pieds, les murs autour de vous et même les structures invisibles au plafond ne sont pas de simples composants, mais le fruit d'années de recherche, de calcul et d'essais grandeur nature. Derrière chaque surface lisse se cache une logique scientifique, derrière chaque mur une stratégie d'équilibre. Aujourd'hui, nous ouvrons la première porte de cet univers discret où la science des matériaux transforme notre manière d'habiter. Commençons par le plancher Rectolite, un système hybride associant béton précontraint et fibres de bois compressées. Pour comprendre sa performance, il faut revenir à une notion fondamentale de mécanique. Lorsqu'une dalle supporte une charge, elle subit une contrainte mécanique exprimée par la relation sigma égale F à sigma égale F à égale FA. Cela signifie que la résistance dépend à la fois de la force appliquée et de la surface qui la reçoit. Plus le matériau est performant et mieux la section est optimisée, plus la structure résiste sans se déformer. Le béton C50 à C60 utilisé dans ce système peut dépasser 50 mégapascales en compression. Pour visualiser cette valeur, imaginons une petite surface capable de supporter plusieurs tonnes sans s'écraser. Cette résistance élevée permet de concevoir des dalles plus fines tout en conservant une solidité remarquable. La précontrainte renforce encore cette capacité. Avant même la mise en service, des câbles d'acier sont tendus à l'intérieur du béton. Cette tension initiale introduit une compression interne qui compense les efforts futurs. Lorsque les charges réelles apparaissent, elles sont partiellement neutralisées par cette énergie déjà stockée dans la structure. Grâce à ce procédé, les portées peuvent dépasser 10 mètres sans appui intermédiaire. Dans un immeuble résidentiel ou un bâtiment public, cela signifie moins de poteaux, des pièces plus ouvertes, davantage de flexibilité pour l'aménagement intérieur. Les architectes y voient une liberté nouvelle, les occupants bénéficient d'espaces lumineux et modulables. Le bois intégré au système joue un rôle tout aussi stratégique. Plus léger que le béton, il réduit la masse totale du plancher. Cette diminution de poids a un effet en cascade, fondation moins sollicitée, transport de matériaux optimisés, consommation d'énergie réduite lors de la mise en œuvre. Sur le plan thermique, le bois agit comme un isolant naturel. Sa structure fibreuse limite les transferts de chaleur entre étages, contribuant à maintenir une température intérieure plus stable. Cette stabilité réduit les besoins en chauffage en hiver et en climatisation en été. L'acoustique constitue un autre enjeu majeur. Dans un logement collectif, les bruits d'impact et les sons aériens peuvent rapidement devenir une source d'inconfort. La masse du béton absorbe une partie des vibrations, tandis que les fibres de bois dissipent l'énergie restante. Ce duo permet d'atténuer efficacement les nuisances sonores entre niveaux. La sensation de tranquillité qui en résulte n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un calcul précis et d'une combinaison maîtrisée des propriétés physiques. Associé à un plafond en plaque de plâtre, le système peut atteindre une résistance au feu de 60 à 120 minutes selon les configurations. Dans les normes européennes, cette durée est déterminante. Elle assure le maintien de la stabilité structurelle suffisamment longtemps pour permettre l'évacuation et l'intervention des secours. Le béton ralentit la montée en température, tandis que l'ensemble des couches protège les éléments internes contre une dégradation rapide. Les murs de type layé d'or prolongent cette philosophie d'équilibre. Leur cœur en béton assure la rigidité et la capacité portante. Autour, des couches issues de sous-produits de bois forment une enveloppe isolante. Dans des zones urbaines où le niveau sonore peut dépasser 70 décibels aux heures de pointe, ces parois contribuent à réduire significativement la transmission du bruit. L'inertie thermique du béton joue également un rôle clé. Il absorbe la chaleur pendant la journée et la restitue progressivement lorsque la température baisse, limitant les variations brusques et améliorant le confort intérieur. Ainsi, du plancher au mur, une même logique se dessine, associée résistance mécanique, légèreté maîtrisée et performance énergétique. Chaque matériau occupe une place précise, comme dans une chorégraphie silencieuse où l'efficacité prime sur l'apparence. Cette première étape révèle déjà combien l'ingénierie contemporaine cherche l'équilibre parfait entre sécurité, confort et durabilité. Après la récolte minutieuse des olives, le travail ne fait que commencer. Dans de nombreuses régions du bassin méditerranéen, comme en Espagne, en Italie ou en Grèce, les fruits sont transportés vers le moulin dans les heures qui suivent la cueillette. Cette rapidité est essentielle. Une olive qui reste trop longtemps stockée commence à fermenter, ce qui altère la qualité de l'huile. Les producteurs expérimentés le savent, le temps est un facteur décisif. À leur arrivée au moulin, les olives sont d'abord pesées et triées. Les feuilles, les petites branches et les impuretés sont éliminées par ventilation ou tamissage. Ensuite vient l'étape du lavage. Un courant d'eau claire retire la poussière et les résidus accumulés pendant la récolte. À ce stade, seules les olives saines poursuivent le processus. Le broyage constitue la première transformation majeure. Autrefois, on utilisait d'énormes meules en pierre tournant lentement pour écraser les fruits. Aujourd'hui, dans les installations modernes, des broyeurs mécaniques en acier inoxydable accomplissent cette tâche avec une précision remarquable. L'objectif est de briser la chair et le noyau pour obtenir une pâte homogène. Cette pâte contient déjà l'huile, mais celle-ci est encore dispersée en minuscules gouttelettes. Vient alors le malaxage. Cette étape consiste à mélanger lentement la pâte pendant une période déterminée, généralement entre 20 et 40 minutes. Le mouvement constant permet aux micro-gouttelettes d'huile de se regrouper pour former des gouttes plus grosses, plus faciles à extraire. La température est ici cruciale.
pour obtenir une huile dite extra vierge, elle doit rester relativement basse. C'est ce qu'on appelle l'extraction à froid. Au-delà d'un certain seuil, les arômes délicats et les composés bénéfiques peuvent se détériorer. L'extraction proprement dite se fait aujourd'hui principalement par centrifugation. La pâte est introduite dans une centrifugeuse horizontale qui tourne à grande vitesse. Sous l'effet de la force centrifuge, les différents composants se séparent selon leur densité, l'huile, l'eau végétale et les résidus solides. Ce procédé moderne a largement remplacé les anciennes presses hydrauliques, bien que certaines exploitations traditionnelles continuent d'utiliser ces méthodes pour préserver un savoir-faire ancestral. L'huile obtenue est ensuite filtrée ou décantée. Certaines huiles sont volontairement laissées non filtrées pour conserver un aspect trouble, apprécié par certains consommateurs. D'autres sont filtrées afin d'améliorer leur stabilité et leur durée de conservation. Dans tous les cas, l'huile fraîchement extraite présente une couleur variant du vert intense au jaune doré, selon la variété d'olive et son degré de maturité. Le stockage est une étape souvent sous-estimée. L'huile est conservée dans des cuves en acier inoxydable, à l'abri de la lumière et de l'air. L'oxydation est l'ennemi principal de la qualité. Une exposition excessive à l'oxygène peut altérer le goût et réduire les propriétés nutritionnelles. Les producteurs rigoureux contrôlent donc la température et limitent le contact avec l'air en utilisant parfois des gaz inertes pour protéger le liquide précieux. Mais toutes les huiles ne se valent pas. L'huile d'olive extra vierge répond à des critères stricts, une acidité libre très faible et aucune anomalie sensorielle détectée lors de la dégustation. Des panels de dégustateurs formés analysent les arômes, l'amertume et le piquant. Ces caractéristiques ne sont pas des défauts, bien au contraire. Elles témoignent de la présence de polyphénols, des antioxydants naturels reconnus pour leurs bienfaits. Dans certaines régions emblématiques comme Andalousie, la production atteint des volumes impressionnants. Cette région est considérée comme l'un des plus grands bassins oléicoles au monde. Des millions d'arbres y couvrent les collines à perte de vue, créant un paysage unique façonné par des siècles de culture. Cependant, la modernisation ne signifie pas uniformisation. Chaque terroir imprime sa signature. Une huile produite en Tunisie peut présenter des notes fruitées différentes de celles issues des collines italiennes. Le climat, le sol, la variété d'olives et même le moment précis de la récolte influencent le profil aromatique final. Le conditionnement constitue la dernière étape avant la commercialisation. Les bouteilles en verre foncé sont privilégiées pour protéger l'huile de la lumière. Certaines marques optent pour des bidons métalliques hermétiques. L'étiquetage mentionne souvent l'origine, la variété et parfois l'année de récolte, un peu comme pour le vin. Ainsi, derrière chaque bouteille d'huile d'olive se cache une chaîne de décision précise, de contrôle rigoureux et de savoir-faire transmis de génération en génération. Ce produit, apparemment simple, résulte en réalité d'un équilibre délicat entre tradition et technologie. Et pourtant, malgré toute cette maîtrise technique, la nature conserve toujours le dernier mot. Une saison trop sèche, un gel tardif ou une attaque parasitaire peuvent bouleverser une récolte entière. C'est cette incertitude permanente qui rend chaque campagne unique et qui explique pourquoi l'huile d'olive demeure un produit vivant, intimement lié à la terre qui l'a vu naître. Et maintenant, tournons notre regard vers l'impact de l'huile d'olive au-delà des moulins et des vergers, dans le monde moderne où elle devient bien plus qu'un simple condiment. L'huile d'olive n'est pas seulement un ingrédient culinaire, elle est le reflet d'une économie, d'une culture et d'une tradition qui traversent des continents. Chaque goutte représente des années de travail, des arbres centenaires, et parfois des mains qui connaissent la terre mieux que quiconque. Les flux commerciaux sont impressionnants. L'Union européenne concentre une grande partie de la production mondiale, avec des pays comme Espagne, Italie et Grèce en tête. Mais d'autres nations, telles que Tunisie, Maroc ou Turquie, ont vu leur production croître de manière significative ces dernières décennies. L'huile d'olive voyage ainsi des oliveraies méditerranéennes vers les tables du monde entier, de Tokyo à New York, de Sao Paulo à Paris, tissant un lien culturel et gastronomique universel. Mais cette expansion ne se fait pas sans défi. Les changements climatiques affectent directement la floraison et la maturation des olives. Une hausse des températures, des sécheresses plus fréquentes ou des gelées tardives peuvent réduire la qualité et la quantité de récolte. Les producteurs doivent s'adapter en sélectionnant des variétés plus résistantes, en optimisant l'irrigation ou en modifiant les calendriers de cueillette. Ces stratégies témoignent d'une résilience remarquable, combinant savoir-faire ancien et technologie moderne. La qualité reste au centre de toutes les attentions. L'acidité, le goût, les arômes fruités et épicés sont régulièrement contrôlés par des laboratoires et des panels de dégustateurs. Même de petites variations peuvent transformer une huile extra vierge en produit standard. Cette rigueur garantit aux consommateurs un goût constant et des bienfaits nutritionnels reconnus, notamment grâce aux polyphénols et aux acides gras monoinsaturés, qui participent à la protection cardiovasculaire et à la réduction des inflammations. L'huile d'olive joue également un rôle central dans le tourisme gastronomique. Des régions comme la Toscane, l'Andalousie ou la Crète attirent chaque année des milliers de visiteurs pour découvrir les oliveraies et participer à la récolte. Ces expériences immersives, parfois appelées oléotourisme, permettent de transmettre la culture de l'huile d'olive, de la tradition millénaire à l'assiette contemporaine. C'est une manière de connecter le consommateur directement à la terre et aux saisons. La modernisation des procédés n'a pas non plus éteint la créativité des producteurs. De nouvelles techniques d'extraction à froid, l'utilisation de presses horizontales ou de centrifugeuses à contrôle numérique permettent d'extraire davantage d'arômes et de préserver les qualités nutritionnelles.
Certaines marques explorent des assemblages inédits, mélangeant différentes variétés d'olives pour obtenir des profils sensoriels uniques. D'autres expérimentent avec des saveurs aromatisées naturellement, infusées aux herbes ou aux fruits, pour séduire un marché en constante évolution. Enfin, la consommation d'huile d'olive illustre une tendance plus globale, le retour vers des produits sains, naturels et durables. Les ménages cherchent des alternatives aux huiles raffinées ou aux graisses saturées. L'huile d'olive répond à cette demande grâce à ses propriétés nutritives et à son image de produit authentique, en harmonie avec la nature. Elle incarne à la fois un plaisir gustatif et un choix de santé, rapprochant tradition et mode de vie moderne. Ainsi, derrière chaque bouteille d'huile d'olive se cache une histoire de patience, d'ingénierie agricole et de respect de la nature. De l'arbre centenaire au moulin, de la centrifugeuse au verre foncé sur la table, chaque étape est un acte d'attention et de savoir-faire. Cette chaîne invisible mais précise nous rappelle que l'innovation ne réside pas toujours dans la technologie seule, mais dans l'harmonie entre tradition, science et passion humaine. Alors, la prochaine fois que vous versez quelques gouttes d'huile d'olive sur votre salade ou dans une poêle chaude, souvenez-vous, vous goûtez à une culture millénaire, à un savoir-faire méticuleux et à l'intelligence discrète des producteurs qui, chaque année, transforment des fruits simples en un trésor liquide. Et vous, quelle saveur d'huile d'olive vous transporte le plus, celle des collines andalouses, des oliveraies toscanes ou des terres ensoleillées de Crète? Partagez vos expériences et vos préférences, car chaque goutte raconte une histoire unique.